crois qu'aujourd'hui, on connaît tous Inoxtag, que ce soit à travers ses concepts de plus en plus dingues, avec des productions de plus en plus onéreuses, ou encore les nombreux feats qu'il a pu faire sur la chaîne d'autres youtubeurs mainstream. Inoxtag, c'est plus de 7 millions d'abonnés, plus d'1 milliard de vues, presque 400 vidéos au moment où je tourne cette vidéo. Aujourd'hui, Inox fait partie des plus grands youtubeurs français, occupant la 7ème place du YouTube français. Et il y a maintenant plus de 9 mois. Il a annoncé qu'il va gravir l'Everest en 2024. Aujourd'hui, à seulement quelques mois de son départ, il pourra bien tout perdre, y compris toute sa chaîne YouTube. Mais comment ? Et surtout pourquoi ? Tout d'abord, Inoxtag, avant même de se lancer sur YouTube, était passionné par le graphisme et a commencé à apprendre sur Photoshop seul grâce à YouTube. Au fur et à mesure, il a découvert de plus en plus de logiciels, notamment Adobe Illustrator, où il crée des logos pour le kiff. Il a par la suite découvert Adobe Premiere Pro, un logiciel de montage de la suite d'Adobe. Au départ, il montait ses clips de Counter-Strike avec des cuts, des zooms, des effets, VFX et SFX, etc. Toujours plus passionné par le graphisme, il a contacté un youtubeur du nom de Kawabunga pour faire ses miniatures. À cette période, on est en 2015, et la rémunération des miniamakers est plus que moindre. Pour vous dire, à cette période, on parle d'environ 2€ par miniature, un salaire vraiment faible. À cette époque, il n'avait que 13 ans. C'était un bon moyen, quoique peu rémunérateur, de se faire de l'argent. À force, Kawabunga remarquait qu'Inox était passionné par le gaming, surtout au moment de la sortie de Fortnite. Et, voulant réussir à faire des top 1 sur Fortnite, il a invité Inox sur ses streams. Ensuite, Inox s'est lancé seul en stream jusqu'au jour où Kawabunga a invité 2 petits streamers sur son live, Inoxtag et Michou. C'est donc grâce à ce youtubeur que le duo le plus mythique du YouTube français est né. Mettez des pouces bleus les gars dans le chat, mettez des pouces bleus les frangins. Inox, t'as cru on allait changer tout YouTube comme ça? Ouais, on va changer le YouTube game. Mec, t'es sérieux? Ouais, qui sait, on deviendra peut-être des légendes. Putain, vous oubliez les pouces bleus quoi, alors. Ok, venez à partir de maintenant, vous oubliez plus. On va voir si ça change. Est-ce que vous êtes chaud à partir de maintenant? T'as cru on allait changer tout YouTube comme ça, toi? Ouais, on va changer le YouTube game. Maintenant qu'on vous a fait une vidéo. Ouais, t'es sérieux? Et qui sait, on va peut-être devenir des légendes. Déjà, gravir l'Everest, c'est bien plus dur que ce que vous pensez. Hormis la préparation physique interminable, l'ascension de l'Everest ne peut se faire que pendant 2 périodes. Au printemps, d'avril à juin, période qui a d'ailleurs été choisie par Inoxtag, ou en automne, de septembre à octobre. Donc toute la préparation physique et mentale de l'ascension doit se calquer aux périodes de cette dernière. En plus, comme si ça ne suffisait pas, pendant l'ascension, cette dernière peut se voir annulée, juste à cause de la météo. Tempête de neige, chute de rochers, etc. Mais une personne normale, même surpréparée, ne pourrait pas gravir l'Everest comme ça. Il faut impérativement un permis, qui, par ailleurs, n'a pas un coût moindre. On parle d'un permis entre 50 000 et 80 000 € quand même. En plus de ce coût important pour le permis, il faut un certificat médical attestant que la personne est apte à gravir des sommets pareils, avec une altitude plus qu'énorme. Et il faut avoir gravi un sommet d'au moins 6500 mètres auparavant. Donc déjà, rien qu'avoir son permis n'est pas si simple que ça. Ensuite, avec le permis en poche, on peut enfin se rendre au pied de la plus grande montagne du monde. Pendant l'ascension, qui dure par ailleurs environ 60 jours, mais ça on y reviendra juste après, il faut 3 guides, qu'on appelle des Sherpas, pour 2 alpinistes. Les Sherpas, en gros, c'est des gens qui passent leur vie à gravir l'Everest, à un tel point que pour eux, gravir l'Everest c'est une balade de santé. Sur l'ascension de 60 jours, on ne peut pas monter l'Everest d'une seule traite. Il va falloir installer 4 camps, à des altitudes différentes, afin de s'acclimater à une altitude de plus en plus importante. On pourrait dire que l'acclimatation ne sert qu'à faire perdre du temps, mais si elle n'est pas faite, vous pouvez être quasiment sûr que vous allez mourir. Étant donné que l'augmentation de l'altitude très rapide, le rythme cardiaque va énormément augmenter suite à une baisse très rapide de la pression atmosphérique ainsi que de l'oxygène. Rien que le premier camp se trouve à 5300 mètres d'altitude et il nécessite 15 jours de marche, ce qui correspond à 50 heures non-stop. En plus de ces conditions extrêmes, il faut un équipement que l'on va porter tout du long, qui pèse plus de 10 kg, sans compter les outils, les tenues et la nourriture. Au fur et à mesure qu'on va progresser dans l'ascension, on va progressivement découvrir ce qu'est l'enfer sur Terre. L'environnement autour va très rapidement nous montrer que l'on progresse dans des endroits où l'humain n'est pas censé se retrouver. Il y a 11 mois, presque jour pour jour, Inoxtag a sorti le teaser de son ascension de l'Everest. À cette époque, il n'avait aucune expérience, ou en tout cas presque aucune. Entre-temps, il a énormément appris. Presque tous les mois depuis la sortie du trailer, Inoxtag a gravi une montagne, de plus en plus haute, afin de se préparer à l'épreuve finale. Mais dans ce périple, il n'est pas tout seul. Il est accompagné de Mathis Dumas, un alpiniste expérimenté qui a tout appris à Inox. Au départ, pour s'entraîner, il devait courir, de plus en plus longtemps, avec une intensité de plus en plus importante, mais aussi marcher. Comme par exemple, il a dû marcher de chez lui à Webedia, sous la pluie pendant plus de 8 heures, avec un gilet lesté. En plus d'être une épreuve d'endurance, ça a été une épreuve mentale. Marcher aussi longtemps sous la pluie, dans le noir, en pleine nuit, je ne pense pas que ce soit si simple que ça. Après une longue préparation physique chez lui, il a enfin pu commencer à gravir des montagnes. On ne parle pas là des montagnes comme le Mont Blanc, en tout cas pas déjà,
Ça fait partie de la suite. Il a commencé avec des petites montagnes par-ci par-là dans les Alpes. Le but de tous ces entraînements a été qu'Inox se sente de mieux en mieux à gravir des sommets, mais surtout voir s'il aime vraiment ça, et pour qu'il aime ce qu'il fait. Il y a 2 mois, il a gravi une montagne de plus de 6500 mètres. Suite à cette ascension, il a perdu plus de 6 kilos. C'est bien la preuve de la difficulté de l'alpinisme. Il faut savoir qu'avec une altitude aussi importante, ton corps avance au ralenti, comme dans un espace-temps différent. Malgré tout, le BPM d'Inox est resté super élevé. Par exemple, lors de cette dernière ascension, Inox a mis 6 heures pour faire entre guillemets juste 500 mètres. Au moment de gravir l'Everest, les drones à partir d'un certain palier ne pourront plus voler à cause du manque de pression. Les pales ne pourront plus ou presque plus tourner. Donc on ne pourra pas avoir de magnifiques plans de drone au sommet de l'Everest. En plus de la difficulté pour gravir le toit du monde, il va falloir qu'Inox et son équipe arrivent à prévoir comment cadrer toute cette ascension. On sait déjà qu'un Sherpa qui sait cadrer sera là pour l'accompagner. On n'est plus qu'à 3 mois de l'ascension d'Inox, et là, il est plongé à 100% dans cet événement. On peut bien le voir sur sa chaîne, il n'est plus aussi actif qu'avant. Mais on sent vraiment, notamment chez Zach Nani, qu'il est passionné et qu'il surkiffe ce qu'il fait. J'ai une question forcément, c'est toi tu l'abordes comment ce truc? Est-ce que t'as, maintenant même si t'es prêt, que t'as fait beaucoup d'entraînement, etc., est-ce que t'as peur? Est-ce que t'es conscient que ça peut être vraiment dangereux? Et est-ce que t'es conscient qu'il y a des gens qui ont fait ça qui en sont morts? C'est quoi ton rapport avec ça? Quand j'ai annoncé et tout, j'étais hype, j'étais en mode mec, ça va être fou. Et j'avais quand même un peu peur, tu sais, avec tous les a priori qu'il y avait. Je connaissais pas beaucoup. Tu vois, je me suis embarqué dans un projet d'une vie. À force d'apprendre, etc., j'ai appris et je me suis dit, ok, Mathis m'a appris ça, j'ai appris ça, je me sens mieux maintenant, j'ai moins peur du vide, j'ai moins peur de ça. Ok, je sais faire, si jamais il se passe un truc, je sais faire tout seul. Mathis m'a vraiment appris beaucoup de choses pour être au-dessus du truc et pas... Je suis dans la merde, putain, si le mec il m'aide pas, je suis, tu vois. Éviter de paniquer trop fort. Ouais, voilà. Et le fait d'aller au Népal aussi 6 mois avant pour prendre la température, pour faire un sommet de fou. Au Népal, vraiment, le sommet que j'ai fait, et je pense que tu verras, c'est magnifique. Truc de baiser, ouais. Truc de baiser mental, tu vois. Limite aussi technique, tu vois. C'est vraiment limite plus technique que l'Everest, en mode un truc de zinzin. Ça m'a mis en confiance, mais t'as toujours cette peur de est-ce que je vais échouer, est-ce que je vais y arriver? Comment je vais ressentir là-haut, quand j'aurai la bouteille d'oxygène avec mon truc, est-ce que je vais avoir froid? Ça va être dur, je sais que ça va être dur, mais je me dis, si j'écoute ce qu'on m'a appris, si je fais pas le con, et si je mets en place tout ce que j'ai appris durant toute cette année, que j'écoute Mathis, y a pas de raison pour que ça se passe mal. D'accord. La question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qu'il fera après l'Everest? Parce que quand même, c'est un projet énorme qui lui a pris tout son temps. Inox est resté assez vague sur le sujet, mais il a quand même dit qu'il commençait déjà à travailler sur d'autres projets. Cette question nous amène directement à la prochaine thématique. Depuis l'Everest, Inox s'investit à bien plus de 100%, à un tel point que le nombre de vidéos a drastiquement diminué. Vu l'entraînement qu'il faut pour gravir le toit du monde, il est quasiment impossible qu'il arrive à tenir un rythme de vidéos par semaine, ou même d'une vidéo toutes les 2 semaines. Après tout, moi aussi j'ai du mal à faire une vidéo par semaine. Bref, je pense que le docu de l'Everest sera une des vidéos les plus marquantes et les plus touchantes de YouTube français. Comme j'ai déjà dit, Inox commence déjà à travailler sur les futurs projets pour après l'Everest. Mais après un tel projet, un investissement sur presque 1 an, il a dit dans le trailer que c'est le projet d'une vie. Aujourd'hui, même si j'adore ma vie avec Internet, j'ai envie de faire quelque chose dont je me sens incapable. Je veux réaliser un défi qui peut paraître inconscient, mais dont je rêve depuis longtemps. Mais la réalité, c'est que pour avoir le droit de continuer de rêver, va falloir que je change tout mon quotidien. Le toit du monde, 8800 mètres à gravir, un entraînement de toute une vie que je dois faire en 1 an. Donc, arrivera-t-il vraiment à faire mieux, à proposer un contenu de bonne qualité? Ça j'en doute pas, mais d'après moi, il a atteint un maximum. Il ne pourra pas par la suite créer un engouement de pareille envergure, ni même à proposer un contenu capable de surpasser l'épreuve qu'est de gravir l'Everest. Une chose est sûre, il met une avance monstrueuse à tous les autres youtubeurs français. D'après moi, le projet de l'Everest est bien plus impressionnant, en tout cas d'un point de vue spectateur, qu'un GP Explorer de Squeezie. Ça peut faire débat, mais je ne remets absolument pas en cause la préparation nécessaire pour faire une course avec 24 créateurs de contenu, surtout de Formule 4. Mais chaque pilote a besoin d'avoir un certain niveau pour maintenir la sécurité. Mais là, pour Inox, il a besoin d'une préparation physique extrême et d'une préparation d'alpinisme plus qu'énorme. Après l'Everest, Inox pourrait perdre sa chaîne. Déjà parce que malgré sa préparation, le risque de décès n'est que d'1%. Mais le risque zéro n'existe pas. Il pourrait aussi perdre sa chaîne parce que le projet est énorme. Et donc, par la suite, il aura beaucoup de mal à se surpasser. Et donc, pourrait perdre pas mal de viewers. Que ça soit un échec ou une réussite, quoi qu'il arrive,
Rendez-vous en 2024, au pied du mont Everest.